Merci de votre présence aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse qu'on a décidé d'organiser dans la perspective de l'audience en appel qui va se tenir début 2026. Déjà pour confirmer la composition de l'équipe de défense dont je fais toujours partie avec Maître Colomba Grossi et avec Maître Alamouchi qui est à ma droite. Et nous avons le plaisir également, dans le cadre de cette équipe de défense, désormais d'avoir la présence de Maître Francis Villemain, qui vient donc compléter cette équipe désormais fournie pour pouvoir aborder un procès en appel dont on sait qu'il sera particulièrement difficile, parce que la jurisprudence en la matière ne donne pas forcément beaucoup de raisons d'espérer, mais qui est en même temps difficile, mais avec une telle intensité de questionnement du point de vue du droit, du point de vue des faits, que nous ne pouvons pas envisager autre chose qu'un acquittement. Et envisager autre chose qu'un acquittement, eh bien, c'est de faire en sorte que, évidemment, nous réitérons un certain nombre des moyens que nous avons développés dans le cadre du procès de première instance, mais aussi que les choses soient, pour certaines, faites différemment, certaines soient faites différemment et peut-être aller plus loin sur certains aspects, et on aura peut-être l'occasion de l'évoquer tout à l'heure par rapport à différents aspects du dossier. Et en prévision de la manière dont désormais nous approchons cette audience en appel, nous avons fait un premier choix, au-delà même de ce que j'indiquais tout à l'heure sur la composition de notre équipe de défense, inhérent aux témoins que nous entendons faire citer dans le cadre des débats. Et c'est aujourd'hui la principale information que nous souhaitions partager avec vous. Nous avons sollicité... Bonjour. Vous arriviez au moment opportun. C'est l'annonce en lien donc avec les témoins que nous entendons faire citer du côté du parquet général, parce que comme vous le savez, mais nous avons la possibilité de demander au parquet général de faire citer 5 témoins pour les besoins de la défense, avec une demande de citation qui doit intervenir dans un délai de 1 mois et 10 jours. La raison pour laquelle c'est d'ores déjà une initiative que nous avons fait. Et donc nous avons demandé l'audition de 5 témoins, et on reviendra sur le cas de 2 et du 5e, mais je souhaite moi d'ores déjà évoquer ceux qui sont aujourd'hui les 2 premiers témoins dont nous entendons obtenir la citation devant la cour d'assises. Il s'agit de M. Éric Dupond-Moretti, qui est donc ancien garde des Sceaux, et il s'agit également de M. Laurent Nunez, qui est ministre de l'Intérieur. Ce sont 2 témoins aujourd'hui dont la présence nous apparaît véritablement indispensable, et nous souhaitons véritablement qu'ils puissent être présents devant la cour d'assises pour pouvoir répondre aux différentes questions que nous entendons leur poser. Très synthétiquement, sur le sens de cette double citation. Pour débuter tout d'abord avec l'actuel ministre de la Justice, monsieur Laurent Nunez, et le sens de cette convocation. Le sens de cette convocation, il répond à un certain nombre de motifs. Le premier motif est inhérent à la manière dont a été constitué ce dossier. Parce que depuis le départ, on a de cesse de nous répéter que Abdelhakim Sefrioui serait particulièrement surveillé, qu'il ferait notamment l'objet d'une fiche S par les services de renseignement. C'est des informations qui avaient été divulguées par voie médiatique assez rapidement après la commission de l'attentat. Sauf qu'en fait, cette réalité de présentation et cette réalité publique est en contraste en fait avec les éléments effectifs que nous avons dans la procédure. Parce que au moment où nous parlons, eh bien, par exemple, pour reprendre cette question de la fiche S, elle est absente des éléments qui résultent de l'information judiciaire. Évidemment que ça pose véritablement une question, parce que si cette fiche S existe, on n'a pas de raison d'en douter. En revanche, se pose légitimement la question de savoir pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, elle n'a jamais été produite. Ça fait partie des éléments d'explication que nous attendons de sa part. Parmi le restant des éléments d'explication que nous attendons de sa part également, c'est le fait qu'on a tenté, notamment dans le cadre des procès de première instance, de présenter une personnalité très à charge
concernant Abdelhakim Sefrioui, avec notamment un enquêteur qu'on a entendu nous présenter une sorte de rapport biographique le concernant, rapport assez long, mais en fait rapport qui reposait essentiellement sur des articles de presse. Il y a cette deuxième réalité, je le disais, par rapport à l'absence de la fiche S. Deuxième réalité par rapport au dossier, c'est que sont mentionnées par exemple un certain nombre de manifestations qui se seraient mal déroulées sur le territoire national, mais en fait, nous, dans le dossier, nous n'avons pas un compte rendu d'une manifestation dans laquelle seraient survenus des incidents, dans laquelle seraient survenues des violences et qui auraient occasionné le fait que des sanctions soient prises à l'encontre d'Abdelhakim Sefrioui ou de tout autre membre qui aurait composé le mouvement Cher Yassine. Et c'est pour ça qu'en fait, désormais, le souci qu'on avait évidemment déjà en première instance, mais réaffirmé aujourd'hui par le biais de cette demande d'audition de Laurent Nunez, c'est le fait en fait de le confronter à cette réalité, d'avoir encore une fois cette projection médiatique qui est contredite par la réalité des éléments de la procédure que nous avons, et notamment par l'absence donc de toute décision ou de tout élément administratif qui serait de nature à corroborer le portrait qui a été dressé de M. Abdelhakim Sefrioui. Comme autre élément sur lequel nous attendrons des explications, c'est le fait que, par exemple, il est considéré que le collectif Cher Yassine aurait posé des difficultés depuis des années, sauf qu'en fait, on a attendu 2020 pour pouvoir entraîner et décider de sa dissolution, là où il existait depuis des années. Ça, ce sont déjà les deux premiers éléments sur lesquels nous attendons des explications, à la fois une production d'éléments concernant la fiche S, une production supposée du moins, et une production d'éléments sur des éléments administratifs. Ensuite, deuxième motivation qui préside cette convocation, c'est la volonté de pouvoir obtenir de la part du garde des Sceaux, dont je rappelle qu'il était à ce moment-là, ministre de l'Intérieur, dont il était en fait à ce moment-là coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, en fait de nous expliquer tout simplement les défaillances qui sont survenues et qui ont conduit à l'assassinat par Anzorov. Et ces défaillances, nous les avons et nous les connaissons pour certaines, puisqu'il résulte des éléments de la procédure que vous avez une personne, M. Anzorov, qui aurait déjà pu en fait être identifié avant le passage à acte et qui aurait dû l'être. Et ça résulte en fait notamment de différentes publications qui étaient intervenues sur son compte Twitter. Vous en aviez une par exemple en juillet 2020, vous en aviez une en septembre 2020. La première publication qui était intervenue en juillet 2020, on sait qu'elle avait été perçue par la plateforme Pharos, qui avait donné lieu à un signalement auprès de l'UCLAT. Et vous avez celle du 11 septembre 2020, qui a elle-même en fait donné lieu à un signalement. Et on s'est rendu compte, à travers les éléments d'investigation qui ont par la suite été établis, que vous avez quelqu'un qui avait déjà fait des recherches dès avril 2020 relatives à une CPE, et qui, à compter de septembre 2020, était à la recherche de cibles sur les réseaux. Et ça, évidemment, c'est un point qui est tout à fait d'importance. Pourquoi ? Parce que déjà, encore une fois, ça vient corroborer, caractériser les manquements de la part des services de renseignement qui avaient la capacité, en fait, de pouvoir identifier l'existence d'une menace en lien avec Anzorov et en lien avec des publications précédentes. Pourquoi est-ce que nous souhaitons aussi que ces questions soient posées et soient présentes dans le débat ? C'est tout simplement parce que nous avons la conviction aujourd'hui, à travers non seulement la manière dont s'est déroulée l'information judiciaire, dont s'est déroulé le procès, et a fortiori par la manière dont M. Abdelhakim Sefrioui a été condamné, qu'en réalité, on cherche à le rendre indirectement responsable des défaillances et des manquements de la part des services de renseignement pour trouver un responsable à cet attentat et trouver un responsable qui serait corroboré par les premières indications qui ont été apportées par voie de presse, et notamment sur le fait que Abdelhakim Sefrioui était fiché S, notamment par le fait qu'il aurait représenté une menace. Et en fait, on ne voit pas comment on peut aujourd'hui faire l'économie de cette discussion indispensable sur cette partie
qui est tout à fait importante dans le cadre des débats, à savoir les interrogations que nous avons sur l'absence de réaction à proportion par rapport à des informations que pouvaient d'ores et déjà avoir les services de renseignement et par conséquent une inertie que nous mettons en relief avec au contraire une volonté de condamnation d'Abdelhakim Sefrioui. Ça, c'est véritablement, si je puis dire, les arguments qui sont des arguments essentiels sur lesquels nous entendons lui poser des questions. Et le troisième thème de cette convocation, il est celui de la judiciarisation. Et quand je dis qu'il est celui de la judiciarisation, eh bien, nous prenons en considération notamment les déclarations qui avaient été faites par M. Nunez, qui déclarait notamment « Il y a des menaces directes d'actes violents qui peuvent être proférées, des menaces directes de passer à l'action contre un individu, et ça tombe sous le coup de la loi, ça permet évidemment aux forces de l'ordre d'intervenir. » Et en fait, par ces déclarations, lorsqu'il a déclaré en 2020 qu'il y avait une différence entre plusieurs catégories de menaces et des catégories de menaces qui devaient tomber sous le coup de la loi et des menaces qui ne tombaient pas sous le coup de la loi, eh bien en fait ça fait naître une incompréhension par rapport au traitement judiciaire qui était réservé à l'encontre d'Abdelhakim Sefrioui. Parce que vous ne pouvez pas avoir une prise de parole de hauts représentants publics qui vous disent que la loi n'est pas dotée des outils répressifs qui auraient permis la judiciarisation de la vidéo dans laquelle Abdelhakim Sefrioui, et avoir désormais une nouvelle lecture de ce dossier, une nouvelle lecture qui conduit à ce que non seulement on le mette en cause, et à ce qu'on le condamne. Et j'y reviendrai aussi sur les raisons pour lesquelles, eh bien évidemment, nous demandons à la citation également de M. Éric Dupond-Moretti, parce qu'en fait, c'est un point central. C'est un point central parce que, en fait, dès le début, vous avez des autorités qui soutiennent qu'il n'y avait pas de possibilité de judiciariser cette vidéo, et pour autant, on est en train de condamner quelqu'un à 15 ans de réclusion criminelle sur la base de quelque chose dont on avait reconnu qu'elle n'était pas judiciarisable. Et pour autant, il n'y a pas eu de changement de la réalité de cette vidéo. Il y a eu un changement de fait législatif, mais justement, ce changement législatif n'est pas censé s'appliquer à la personne d'Abdelhakim Sefrioui. Et surtout, le paradoxe, c'est que cette infraction d'assaut malfaiteur terroriste, c'est censé être une infraction obstacle. Autrement dit, une infraction obstacle qui vient avant le résultat, avant la commission de l'attentat. Et là, en fait, on se retrouve avec un dossier dans lequel la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui était connue, qu'à aucun moment il n'a été placé en garde à vue, qu'à aucun moment on lui a demandé de supprimer cette vidéo, mais on refait en fait toute l'histoire, et on refait l'histoire en la débutant par la fin, et en la débutant par la fin, on débute par l'assassinat de Samuel Paty. Et donc en fait, ça c'est évidemment une dimension qui est tout à fait importante, que nous avions tenté de faire valoir dans le cadre des débats qui s'étaient tenus en première instance. Mais en fait, désormais, pour pouvoir passer, si je puis dire, l'étape supplémentaire qui nous oblige à avoir un professionnel qui était présent au moment des faits, qui occupait de hautes responsabilités et qui est désormais ministre de l'Intérieur, qui par conséquent peut nous renseigner sur cette réalité et cette absence de judiciarisation. Parce que nous avons la conviction que les autorités, en fait, sont dans l'incapacité de répondre à cette contradiction qui tient encore une fois à cette absence de judiciarisation de la vidéo à un moment où elle était connue et perçue, perceptible par la justice et par les enquêteurs, et désormais ce changement de dynamisme, ce changement de volonté répressive en faisant en sorte de poursuivre et de condamner Abdelhakim Sefrioui. Deuxième témoin responsable et ancien responsable public dont nous demandons la citation, il s'agit de M. Éric Dupond-Moretti. M. Éric Dupond-Moretti, nous demandons sa citation principalement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il avait évoqué l'absence de faille dans le suivi de M. Anzorov ayant conduit à l'assassinat de Samuel Paty
Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette supposée absence de faille est totalement contredite par la réalité des éléments que nous avons en procédure, et notamment par ces signalements à répétition auprès de la plateforme Pharos, et pour au moins l'un d'entre eux qui avait donné lieu à un signalement auprès de l'UCLAT qui aurait dû donner la suite qui était attendue. Donc déjà, c'est aussi un premier pas, à savoir le confronter à ce que nous considérons être la réalité de ce dossier. Et cette réalité du dossier, ce sont des défaillances matérialisées, des manquements qui sont des manquements matérialisés, et qu'aujourd'hui, on tente finalement un peu d'effacer au profit d'un procès essentiellement dirigé sur la personne d'Hakim Sefroui. Deuxième élément, et qui est un élément qui est peut-être l'élément principal pour lequel nous le demandons et nous demandons à ce qu'il soit entendu, c'est notamment compte tenu des déclarations qu'il a pu faire devant la représentation parlementaire à l'occasion notamment de ce qui a été désigné comme étant l'amendement Paty. Et l'amendement Paty, c'était de la part du législateur la volonté de vouloir créer un nouveau type de mise en danger, notamment lié à la diffusion d'informations personnelles, même par exemple si la mise en danger n'a pas été suivie des faits. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que devant cette représentation nationale, il avait eu la question suivante. C'est toujours difficile de réécrire l'histoire, mais nous sommes dit, qu'est-ce qui permettrait d'éviter cela ? Et si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité, c'est la raison pour laquelle nous avons conçu l'article 18. Et nous avons conçu l'article 18, c'est l'article qui a ajouté un nouveau cas de mise en danger en lien avec la diffusion d'informations personnelles, notamment en lien avec un fonctionnaire, dans des conditions qui sont de nature à mettre en danger le fonctionnaire. Et ça, évidemment que c'est là encore une donnée qui est centrale, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce procès ? Il y a l'impression extrêmement ferme que non seulement on est en train de réécrire l'histoire, qu'on est en train de réécrire le droit, et qu'à minima, on est en train de faire une application de la loi pénale, alors même qu'on sait que la loi pénale n'est pas censée être d'application rétroactive. Parce que vous avez des pouvoirs publics qui sont venus dire que pour permettre de mieux prévenir l'existence de telles situations, on a créé une nouvelle infraction qui est celle de mise en danger, et donc qui aurait tiré les enseignements de la vidéo dans laquelle apparaîtrait Hakim Sefroui. Et je ne rentre même pas dans le débat du point de savoir si cette infraction de mise en danger aurait ou non été caractérisée, mais qui en fait, avant même d'attendre l'application de ce nouveau délit, eh bien, contourne ce qui devrait s'imposer à elle, à savoir ce principe de non-rétroactivité, pour réprimer ce qui relèverait de la nouvelle infraction sur le fondement de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que nous puissions avoir un garde des Sceaux qui nous explique le cheminement qui peut exister d'un point de vue intellectuel entre reconnaître que certains comportements donnent lieu à la création d'infractions nouvelles qui ne sont pas des faits rétroactifs, mais que de l'autre, nous permettons que des personnes soient condamnées alors même que le droit positif n'aurait pas dû le permettre et ne doit pas le permettre. Et c'est l'ensemble de ces questions aujourd'hui que nous voulons et qu'il est indispensable que nous posions à Éric Dupond-Moretti, donc raison pour laquelle nous l'avons fait citer en tant que témoin et raison pour laquelle aussi nous attendons véritablement qu'il puisse se présenter devant la cour d'assises pour avoir à répondre de l'ensemble des interrogations qui se posent. Surtout que, et ce sera mon mot de conclusion, il est aujourd'hui incontournable de constater que vous avez d'anciens ou actuels responsables publics qui n'hésitent pas à intervenir en tant que témoins dans le cadre de gros procès, notamment antiterroristes, et d'être entendus en qualité de témoins dits de témoins de contexte. Et ça avait notamment été le cas, par exemple, de François Hollande dans le cadre de l'affaire de l'attentat de Nice, mais que ces mêmes responsables soient éventuellement démissionnaires si nous leur demandons d'être entendus devant la cour d'assises, alors même qu'ils ont pris la parole sur des affaires qui sont des affaires en cours et sur des affaires qui sont jugées par la cour d'assises et qui impliquent aussi des enjeux pénals significatifs, puisque évidemment Hakim Sefroui a été condamné à peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Oui, alors, Vincent Bringard a tout dit, mais pour préciser simplement que cette application de la qualification d'association de malfaiteurs terroristes, ce monstre juridique, c'est un monstre juridique. Appliquer l'association de malfaiteurs terroristes au cas d'Abdelhakim Sefrioui, c'est une anomalie absolue. Tous les juristes le savent. En réalité, tous les magistrats le savent. Tous les gens de justice le savent. Simplement, ils n'osent pas le dire pour l'instant parce que la condamnation est survenue et qu'il s'agit du drame de la décapitation de Samuel Paty. Donc ça interdit, ça fige, ça effraie en réalité les commentateurs juridiques. Le fait est que nous avons de grandes difficultés pour trouver un professeur de droit qui aurait le courage de venir dénoncer cette anomalie. Ils le pensent tous que c'est une anomalie. Tous. Aucun n'est prêt à venir à la barre. Donc c'est aux avocats de faire ce travail. Cette anomalie absolue qu'est la qualification d'association de malfaiteurs terroristes concernant ce qu'a fait M. Sefrioui, c'est-à-dire un délit d'opinion en réalité, pour avoir protesté contre la discrimination d'enfants au sein de l'école publique. Comment est-ce qu'elle a pu prospérer jusqu'à une condamnation à 15 ans de prison ? Eh bien, elle a pu prospérer au cours du procès, notamment sous une présidence, une direction du procès notablement à charge, semble-t-il. Moi, je n'en étais pas, je suis le petit nouveau en appel qui m'additionne à mes confrères pour l'appel, mais d'autres avocats avec qui j'ai discuté, je ne parle même pas de mes confrères de la défense, m'ont un peu raconté comment se passaient les audiences et quelle était la manière de diriger du président qui visiblement montrait un peu trop sa partialité, le préjugement qu'il avait sur le fond de l'affaire. Et une telle attitude a nécessairement un effet sur la décision finale. Mais alors comment on fait, comment la justice fait pour aboutir à cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, pour la permettre, pour la concevoir, pour l'entériner dans un jugement, jusque dans la chair d'un prisonnier pendant 15 ans? Comment on fait? Bien, on occulte une partie des réalités de ce dossier. On dit Zena a menti, la petite Zena Chnina, elle a dit n'importe quoi, elle a raconté un mensonge, et puis le père, M. Chnina, et à sa suite Abdelhakim Sefrioui se sont emparés de ce mensonge sans savoir que c'était un mensonge, mais finalement peut-être en le soupçonnant au cours du temps, et puis ont monté en épingle une cabale contre un prof à partir d'un mensonge. Mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que Zena Chnina, la petite Zena Chnina, oui, elle ment. Elle ment sur sa présence lors d'un cours au cours duquel ont été montrées les caricatures et au cours duquel M. Paty a invité les élèves musulmans à sortir pour ne pas être choqués. Elle ment sur sa présence. Mais à l'occasion de ce mensonge, et c'est ce mensonge qui déclenche l'ire de son père, bien entendu, qui lance, j'allais dire, la suite. Mais à l'occasion de ce mensonge, en réalité, elle dit une vérité. Et c'est ça l'essentiel. Le mensonge de Zena, pour moi, il est presque accessoire. Parce qu'il est l'occasion de révéler une réalité qui existait depuis 3 ans dans cet établissement, depuis que Samuel Paty était en poste dans ce collège. À savoir qu'avec des dizaines d'élèves, en 2018, en 2019, en 2020, dans de très nombreuses classes de 4e dont il avait la charge, il a discriminé les élèves. Et pourquoi parler de ça? Pourquoi remettre au cœur du procès, peut-être encore plus, beaucoup plus qu'en première instance, cette question de la discrimination? C'est pas pour accabler Samuel Paty. Ça n'est pas son procès, on le sait. Mais c'est pour revenir aux origines du déclenchement du drame. C'est pour non pas légitimer ce qui va arriver à Samuel Paty, bien évidemment. On ne parle pas de ça. Mais pour légitimer l'indignation, la réaction de M. Sefrioui, accessoirement de M. Chnina, mais de M. Sefrioui, qui s'empare de cette cause, une cause légitime, dénoncer la discrimination d'élèves en fonction de leur religion au sein d'une école publique. Donc si nous allons aborder ça et remettre au cœur et fortement du procès la question de la discrimination des enfants musulmans dans les classes de Samuel Paty, je le répète, ça n'est pas pour accabler Samuel Paty ni légitimer le drame qui va survenir,
mais pour légitimer l'indignation d'un père de famille, au-delà de ce père de famille, d'autres parents d'élèves, de dizaines d'élèves et de M. Sefrioui qui, militant associatif, a décidé dans ce cas comme dans d'autres de s'emparer de la question de la dénonciation de cette discrimination pour demander une seule chose, des sanctions administratives. Il ne demande que ça, aller voir la principale du collège, faire une vidéo, avoir une relation avec, à travers M. Chnina avec le rectorat, prendre connaissance de ce que dira le référent laïcité qui va constater la discrimination en réalité, c'est noir sur blanc. Donc remettre tout ça au cœur du procès, c'est remettre au cœur du procès la légitimité de l'indignation et de l'action, maladroite parfois de M. Sefrioui, il le reconnaît, mais la maladresse ne signe pas le terroriste. Chacun le sait en réalité. Donc nous allons revenir fortement sur cette question de la discrimination. Ça ne plaira pas aux partis civils, ça dérangera, mais nous allons y revenir, et pas qu'une fois, parce que les témoins de la discrimination, qui sont les élèves eux-mêmes, sont nombreux. On verra qu'il n'y en a pas moins de 14 sur 3 années, sur plusieurs classes, pas simplement la 4e 4, la 4e 5 de Zena Chnina, qui disent tous, oui, il a demandé aux élèves musulmans de lever le doigt, ou qui disent, il a demandé aux élèves musulmans de se signaler, ou qui disent, parce que les scénarios sont légèrement différents selon les classes, selon les années, ils n'utilisent pas toujours les mêmes phrases, Samuel Paty, ou qui disent, j'invite les élèves de confession musulmane à sortir s'ils le souhaitent. Parfois ils disent s'ils le souhaitent, mais peu importe s'ils le souhaitent ou leur donner l'ordre, ça revient au même. Tout ça sous prétexte de protection. 14 élèves le disent, sans compter des dizaines d'autres qui disent qu'effectivement, il invitait les élèves qui pouvaient être choqués à sortir, sans préciser au départ, sans avoir demandé au préalable qui était musulman ou qui ne l'était pas, mais qui ça pouvait concerner d'autres, une fois qu'on a annoncé qu'on allait montrer une caricature de Mahomet, parmi les plus obscènes au passage. Un choix autre pouvait être fait, qui n'aurait pas conduit à faire sortir les élèves musulmans de la classe. Mais il a fait le choix d'une caricature qui est obscène, aux limites de la pornographie. Il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai entendu Luc Ferry le dire, Ségolène Royal, d'autres personnes, aux limites de la pornographie. Et c'est ce choix malheureux qui conduit Samuel Paty, finalement, son propre choix initial, à discriminer dans un second temps en invitant les élèves musulmans à sortir pour leur protection, pour les protéger. Mais quand on est dans l'école publique, on ne protège personne en invitant des élèves à sortir, en les excluant même 3 minutes, même un instant de raison de la classe, on les exclut de l'enseignement. Parce qu'après, quand ils reviennent dans la salle, ils ne savent pas ce qui a été montré par définition. Et ils ne peuvent pas participer à la discussion sur la liberté d'expression, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Ils ne peuvent pas y participer pleinement puisqu'ils ont été exclus à l'instant de raison. Et ce n'est pas aux enfants à être juges de savoir si oui ou non ils ont été discriminés. Certains le disent d'ailleurs. C'était quand même un peu le cas, dit une petite gamine de 13 ans, c'est des gens de 12-13 ans. Et puis d'autres qui disent non, c'était plutôt sympathique de sa part parce qu'il nous protégeait. Mais on n'a pas à leur demander leur avis. C'est pas à eux de mettre une qualification juridique, celle de la discrimination, à propos d'un comportement. C'est à nous, les juristes, les adultes, de le dire par rapport à des textes. Et le code pénal définit très clairement ce qu'est la discrimination. Et il s'agit de ça. Peu importe que ce soit pour une protection, c'en est une. Et tout cela légitime, comme je le disais, l'action de M. Sefrioui, qui n'a pas été parfaite, c'est pas le sujet, mais qui n'a pas été terroriste. Et les choses ne sont pas passées très bien pendant le procès concernant, au moment, c'est ce qu'on m'a rapporté, puisque je n'en étais pas, de l'audition de 2 professeurs qui, en substance, disent ce que je viens de dire, en réalité. C'est-à-dire qui se sont désolidarisés de Samuel Paty au moment des événements, quand pendant cette petite quinzaine de jours se développaient les discussions au sein du collège, discussions provoquées par sa pédagogie, 2 professeurs, une femme, un homme,
qui d'ailleurs, en réalité, ne sont pas les seuls. Ce sont les seuls à avoir osé parler au sein de l'établissement. Mais il y en a d'autres plus silencieux, on le voit à travers des éléments du dossier, c'est plus tacite, qui pensent pareil en réalité. Il y avait une fracture totale en réalité au sein de l'établissement. Et la ligne de fracture, c'était séparer ceux qui ne voyaient pas de problème à la pédagogie de Samuel Paty, et au contraire ceux, beaucoup plus nombreux que les deux dont je vais parler, qui au contraire estimaient que sa pédagogie consistant à faire sortir des élèves, enfin ça paraît évident quand on le dit, mais du fait de leur confession, pour pouvoir le montrer aux autres une caricature obscène et aux limites de la pornographie de Mahomet, qui n'est pas la première ligne de front. Hein. La première ligne de front, c'est la discrimination. On dit toujours, oui, M. Sefrioui s'est emparé de l'affaire parce qu'il est contre les caricatures de Mahomet. Il n'a jamais manifesté pour ça. Et pourtant, il a manifesté des centaines de fois et pour différentes causes. Jamais il a manifesté contre les caricatures de Mahomet. Jamais. Donc, la préoccupation qui était la sienne, c'était de dénoncer la discrimination des élèves musulmans pour obtenir une sanction administrative, à tout le moins, de Samuel Paty. Mais discrimination, évidemment, sur toile de fond des caricatures, c'est indissociable. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du choix malheureux de la caricature, obscène, qui blesse, qui heurte, qui froisse une partie de nos compatriotes, les compatriotes musulmans, et donc bien inutile de la montrer au sein d'une école. À mon avis, hein, c'est pas M. Sefrioui qui parle, mais c'est moi, que Charlie Hebdo les publie, c'est sa liberté, qu'un prof les utilise comme support éducatif devant des élèves de 4e qui ont 12-13 ans, moi je trouve que c'est une autre question, et je trouve que c'est même une faute professionnelle. Mais à celle-ci s'ajoute, puisqu'elle entraîne une seconde faute professionnelle, c'est ça le problème, celle de la discrimination. En fait, il ne sait pas comment manœuvrer, Samuel Paty. Il s'empêtre dans une erreur qui en entraîne une beaucoup plus grave, et une faute professionnelle. Et donc, les deux professeurs que nous allons citer dans le procès en appel, mais qui étaient déjà cités à l'audience de première instance, ont été bousculés par le président au point d'essayer de leur faire dire le contraire de ce qu'ils avaient dit dans les PV d'interrogatoire, mais vraiment maltraités, bousculés par les avocats trop nombreux, des parties civiles aussi, qui dans ces procès ont tendance à étouffer parfois l'oxygène, privé d'oxygène parfois la défense. Il va falloir lutter contre tout cela. Ces deux professeurs ont été maltraités, malmenés, pour essayer de leur faire dire le contraire de ce qu'ils avaient dit et de ce qu'ils pensaient depuis des années, puisqu'il y avait un débat depuis des années dans l'école sur la pédagogie de Samuel Paty lors de ses cours de liberté d'expression sur le sujet qui nous intéresse, faire sortir les élèves pour montrer une caricature obscène. Et eux, ils parlaient de discrimination, tout simplement. Et ils parlaient du fait que le contrat avec les familles des élèves et avec les élèves était abîmé, rompu par cette méthode éducative qui en réalité piétinait la liberté d'expression sous prétexte de la défendre et piétinait la laïcité sous prétexte de la défendre. J'ajoute que c'est même piétiner le principe d'égalité. Donc en réalité, ce cours, il piétine le principe d'égalité, le principe de non-discrimination, tous ces principes, il les piétine. Le principe de la liberté d'expression, c'est peut-être curieux de présenter des choses comme ça, mais c'est la seule réalité. Et donc, avec ces deux professeurs, mais à l'occasion aussi du passage à la barre d'un certain nombre d'autres témoins, on aura l'occasion de revenir sans arrêt à la charge pour essayer de montrer, je le répète, pardon des répétitions, mais que le mensonge de Zena sur sa présence dans le cours est finalement assez accessoire, je trouve. Il est à la fois important parce qu'il déclenche l'ire de son père qui va monter dans les tours et s'émouvoir à juste titre de ce qu'elle raconte, mais pour capital que ce soit au moment du déclenchement, en réalité par la suite, finalement le mensonge est assez secondaire, puisque je le répète, ça a été l'occasion de révéler des pratiques qui concernaient bien d'autres élèves que Zena, des dizaines, je le répète, de nombreuses classes de 4e, sur plusieurs années, et qui revenaient à la discrimination d'élèves en fonction de leur
de leur religion. Et il fallait qu'un terme y soit mis, mais le terme il aurait dû être mis administrativement, il aurait dû être mis peut-être par une sanction modérée, ne serait-ce que de principe. Malheureusement, on a assisté à une espèce de solidarité aveugle du monde enseignant de ce collège, d'une partie du rectorat aussi, qui n'a pas pris la mesure de la gravité de ce qu'était le déroulé de ces cours. Et a finalement essayé sous prétexte de solidarité avec le professeur, solidarité avec une méthode discriminatoire, hein, c'est quand même hallucinant, n'a pas stoppé ce processus, puis on a abouti à un drame. Mais dont M. Sefrioui n'est pas responsable parce que lui ne connaît pas le terroriste, il n'a jamais eu de contact avec, il ne demandait que des sanctions administratives, il a fait des démarches d'ordre administratif en allant voir la principale du collège, il a fait une vidéo dont certains termes peuvent être contestés, il reconnaît certaines maladresses, mais encore une fois, la maladresse et ce qu'il a fait ressort du militantisme citoyen. Il voulait interpeller face à quelque chose qu'il considérait comme, et à juste titre, comme gravissime au sein d'un établissement public. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour être honnête avec vous, j'ai rien compris à ce qui s'est passé lors du premier procès. J'ai rien compris parce que, tout d'abord sur la forme du procès, on a réussi à, j'ai employé un mot qu'utilisent beaucoup les jeunes aujourd'hui, à débunker tout ce qui était dit dans les médias ou ce qui était reproché lors de l'instruction à Abdelhakim Sefrioui. Titre d'exemple, par exemple, Abdelhakim Sefrioui est violent. Faux, il n'a jamais été violent de sa vie. Abdelhakim Sefrioui, et on le voit, sont des preuves qui sont dans son téléphone lorsqu'il est expertisé. Quand il apprend que quelqu'un a tenté à la vie du professeur Samuel Paty, tout de suite, il alerte Brahim China, dit attention, apparemment, il y a un malade qui s'en est pris au professeur. Et on voit qu'il est touché, et on voit qu'il est en panique. Et on voit qu'il a mille lieux d'avoir imaginé que quelqu'un pourrait s'en prendre à l'intégrité physique de M. Paty. On voit qu'effectivement, mes confrères l'ont dit, que la seule demande d'Abdelhakim Sefrioui, c'est une sanction administrative. On voit aussi, notamment, puisqu'on lui reproche sa vidéo, il n'y a aucune difficulté, là-dessus il y a une certitude, on voit que jamais le terroriste en question n'a vu, et c'est prouvé, la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui. On s'aperçoit, on constate que Abdelhakim Sefrioui et le terroriste n'ont jamais été en relation, ni de près ni de loin. Et on peut même aller plus loin, chacun ignorait l'existence de l'autre. Et donc, Abdelhakim Sefrioui considère qu'il a été un peu abusé lors du premier procès, parce qu'il a répondu à toutes ces questions avec sa vérité, parfois avec véhémence, virilité, selon le qualificatif, mais toujours avec sa vérité. Et il y a répondu plutôt brillamment, parce que l'accusation n'a pas réussi à mettre à un quelconque moment du procès M. Abdelhakim Sefrioui en défaut avec ce qu'on lui reprochait. Par contre, l'accusation n'a pas joué franc jeu, parce que, habituellement, un procès, on examine les charges, on examine les preuves de l'accusé en question qui se défend, et puis à la fin, on décide, on tranche, on juge. On avait effectivement, comme disait mon confrère, l'impression qu'en fait, le procès fonctionnait à l'envers, où il fallait absolument faire en sorte d'arriver au résultat où Abdelhakim Sefrioui devait être absolument reconnu coupable. Au point où, et encore une fois, je vais dire très modestement, au point où les artifices qui ont été utilisés juridiquement, la construction intellectuelle de la feuille, notamment de motivation, moi, elle me paraît complètement abracadabrantesque. On est en train de dire, enfin, imaginez, on se pose 15 secondes. Imaginons que ce n'est pas d'Abdelhakim Sefrioui dont on parle. Parce qu'Abdelhakim Sefrioui
On est d'accord, chacun a le droit d'en penser ce qu'il veut personnellement. Son passé, etc., il n'y a aucune difficulté là-dessus. D'accord ? D'ailleurs, chacun de ses propres avocats a peut-être une vision différente d'Abdelhakim Sefrioui. Ceci étant dit, on ne juge pas en opportunité, on juge en droit sur des faits. Et la vérité, c'est que Abdelhakim Sefrioui, quand on regarde la feuille de motivation, rien ne permet de le mettre en relation avec le terroriste. Rien dans la feuille de motivation ne permet véritablement de justifier ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs terroristes. Enfin, imaginez, alors moi je n'ai pas compris, hein, mais on va essayer de... On dit que finalement, il y a une association entre le père, c'est-à-dire Brahim Chnina, et Abdelhakim Sefrioui, mais cette association ne suffit pas, il faut la relier au terroriste M. Anzorov, et puis comme il n'y a pas de lien entre Abdelhakim Sefrioui et M. Anzorov, on va nous sortir quelque chose de nouveau dont je n'ai jamais entendu parler dans un procès terroriste et même dans un quelconque procès, le contexte. Et qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif que le contexte ? Le contexte, ne serait-ce qu'entre nous, il peut être interprété différemment selon les personnes, selon les époques, selon nos pensées, etc. Eh bien, voilà l'artifice qu'a utilisé l'accusation et qu'ont repris d'ailleurs les juges pour essayer de dire que finalement il y avait une association de malfaiteurs terroristes entre Sefrioui, Chnina, le contexte et avec Anzorov. Enfin, encore une fois, je pèse mes mots quand je dis que c'est abracadabrantesque. On pourrait peut-être tous même se retrouver un jour accusés si on adaptait ce principe juridiquement. Mon confrère, tout à l'heure, Maître Villemain vous l'a dit, tous les avocats, tous les juristes que nous connaissons savent que c'est de la foutaise, cette argumentation qu'elle ne sera certainement jamais reprise, que c'est une argumentation sur mesure pour essayer de faire condamner Abdelhakim Sefrioui, et que Abdelhakim Sefrioui, et surtout, j'irais même dire, Abdelhakim Sefrioui, parce que c'est certainement lui qu'on a voulu jeter en pâture dans ce procès. Mais on peut reprocher beaucoup de choses à Abdelhakim Sefrioui sur la façon, sur la méthode, sur sa véhémence, il n'y a aucune difficulté. On est prêts, nous en tout cas, les membres de sa défense, à faire acte de contrition là-dessus. Mais à savoir que M. Sefrioui voulait arriver à ce résultat, ou alors qu'il ne pouvait ignorer que ses dires, ses vidéos, etc., pouvaient être utilisés de telle sorte qu'on en arrive là. Là, par contre, il y a une malhonnêteté intellectuelle patente. Il est arrivé un drame il n'y a pas très longtemps, vous en avez entendu parler, un musulman mort dans une mosquée qui s'est fait assassiner. Il y a eu un autre drame, une personne qui a tiré sur d'autres personnes de confession musulmane. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit les journaux, on voit que ces personnes avaient des orientations politiques, qu'il y avait des posters dans leur chambre, qu'elles pensaient à un certain nombre de choses, qu'elles reprenaient des expressions dites par des politiques. Est-ce qu'on doit en tirer la conclusion ? Parce que si on considère que c'est valable pour M. Abdelhakim Sefrioui, dont moi je veux bien, mais on essaye de rendre Abdelhakim Sefrioui comme quelqu'un d'extrêmement important, qui est extrêmement suivi en France et par-delà le monde. En vérité, il avait une audience extrêmement faible. Mais alors, est-ce qu'on doit considérer, partant de là, que si demain il arrive quelque chose, un opposant politique, à gauche, à droite, et d'ailleurs, on peut par exemple aussi considérer, la question s'est posée avec la mort du fameux, aux États-Unis, du fameux conservateur dont j'ai oublié le nom me reviendra par la suite. C'est pas Tucker Carlson, c'est l'autre. Tout à fait, exactement. Et qui, beaucoup, notamment du clan Trump, disaient c'est le fait qu'il soit critiqué par les démocrates de cette façon qui a fait que ça a pu alimenter une personne pour notamment le tuer. Heureusement, cette argumentation n'a pas été retenue judiciairement parlant, et d'ailleurs, même en France, il ne me semble pas qu'on ait voulu appliquer juridiquement à ces personnes le précédent Abdelhakim Sefrioui. Et j'ai envie de dire bien heureusement, parce qu'à ce moment-là, c'est la liberté d'expression qui serait menacée tout à chacun. Je vous parlais de personnes qui ont été menacées, dont on s'en est pris à l'intégrité physique en France. Ce qu'il faudrait dire qu'il faudrait prendre la responsabilité de tel parti politique, de tel ministre à l'époque qui était aux responsabilités et qui tenait des propos sur des musulmans, etc. Est-ce qu'il faudrait moi je suis contre, personnellement, je vous le dis. Je considère que la liberté d'expression, elle est totale. Puis je considère qu'on ne peut pas non plus imputer tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et qu'à un moment, on est responsable de ses actes. Et voilà, on ne peut pas, comme ça, sur mesure, décider
de condamner quelqu'un à une peine, tout d'abord à une infraction comme l'association de malfaiteurs terroristes, et à une peine de 15 ans de prison, sous principe que finalement la personne dit des choses qui ne nous plaisent pas. C'est exactement ce qui s'est passé dans le procès Paty en ce qui concerne Abdelhakim Sefrioui. Je le dis, on a pris la personne d'Abdelhakim Sefrioui, on a dit mince, on n'a pas d'éléments pour le condamner, on n'a pas d'éléments concrets pour le condamner, eh bien on va aller sur un raisonnement abracadabrantesque et on va inventer des concepts fumeux, et notamment cette notion de contexte où, enfin quand même il faut lire la feuille de motivation, où c'est truffé de Monsieur Abdelhakim Sefrioui ne pouvait pas ne pas ignorer, ne pouvait pas ne pas savoir qu'en disant telle chose, cela pourrait être effectivement un jour interprété de telle façon. Alors, une condamnation de 15 ans là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord, et s'il faut aller jusqu'au bout avec la défense d'Abdelhakim Sefrioui, on ira jusqu'au bout, devant la Cour de cassation, devant la Cour européenne des droits de l'homme, si cette audience ne doit être qu'une étape pour aller plus loin et pour faire respecter le droit français, eh bien, et le droit européen, eh bien, nous le ferons respecter, nous irons jusqu'au bout. Et nous sommes déterminés là-dessus. Et M. Sefrioui, croyez-moi, il est aussi déterminé là-dessus. Et puis aussi, j'ai rien compris en ce qui concerne les peines. Vous savez, j'ai coutume de dire dans mes plaidoiries, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Là, quand je me regarde, je me désole, et puis quand je me compare, je me désole encore plus. Vous avez quand même des gens qui, lors de ce procès, ont été directement en contact avec le terroriste, ont donné des conseils aux terroristes, ont poussé le terroriste et l'ont tenu en haleine sur ce qui était en train de se passer sur les réseaux sociaux vis-à-vis notamment du professeur, qui l'ont chauffé à blanc, qui ont eu des contacts, qui ont même eu des contacts. Alors, je ne sais pas, pour peut-être ceux qui ont participé au procès, rappelez-vous, au début du procès, je parlais d'une personne qui s'appelait Farouk Chami, et le président haussait les épaules en disant ben, « c'est quoi Farouk Chami ?» Alors Farouk Chami, pour la petite histoire, c'est notamment une personne tchétchène qui faisait partie d'un groupe à l'époque considéré comme terroriste. Je dis à l'époque parce que de ce groupe, aujourd'hui, est issu le président de la Syrie. Voilà. Donc c'était le même groupe. Et ce Tchétchène, un mois avant, il s'adresse aux Tchétchènes de France en disant « Regardez les caricatures qui ont été publiées, il faut que vous vengiez ça. Sinon, vous n'êtes pas des hommes aux Tchétchènes de France. » Donc en réalité, c'est le véritable commanditaire. Et puis, au fil du procès, il se trouve qu'il va y avoir une actualité où finalement, vu que la Syrie va tomber et que c'est le groupe de ce commanditaire qui va prendre le pouvoir, où effectivement le rôle de Farouk Chami, d'ailleurs par vous, par les médias, va être mis en avant durant le procès Paty. À la fin du procès Paty, finalement, j'ai même pu m'en servir parce que j'ai pu dire, notamment aux différents juges, regardez ce que vous faisiez passer pour, entre guillemets, voilà, j'ai envie de dire des inventions, finalement c'est repris par la presse en disant que cette personne est responsable aussi directement de la mort de Samuel Paty. Il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, le président de ce groupe-là, qui était terroriste hier, aujourd'hui, eh bien, on lui offre des parfums, on lui claque des bises et on le reçoit à l'Élysée ou bien dans les couloirs de l'ONU. Mais quand je vois que, par exemple, ce Farouk Chami a été en lien, par exemple, avec notamment une des personnes qui était au procès, et qui parlait avec Anzorov, et qui a été condamné à 3 ans, ou des gens comme Cicatrice Sucrée qui ont été condamnés à 2 ans, alors que ce sont des gens qui ont chauffé à blanc le terroriste Anzorov, qui ont parlé avec lui et qui l'ont tenu au courant, je me dis qu'il y a un véritable problème en réalité. Et que la personnalité d'Abdelhakim Sefrioui ne peut pas tout justifier. On a le droit de ne pas apprécier Abdelhakim Sefrioui pour ses pensées passées, pour ses combats, c'est le droit tout à chacun, mais en revanche, on n'a pas le droit de le condamner à 15 ans quand, pour des faits beaucoup plus graves et sur d'ailleurs des qualifications similaires, je pense par exemple à M. Kamaev, pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs terroristes, eh ben, il y en a un qui est condamné à 15 ans et l'autre qui est condamné à 3 ans et qui vient libre et qui ressort libre. C'est problématique. Je le dis, c'est problématique pour les juristes, mais en vérité, c'est problématique pour tous les citoyens. Ce n'est pas normal. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Abdelhakim Sefrioui, peut-être certains s'en frottent les mains aujourd'hui, mais ça peut arriver à n'importe qui d'autre demain. Donc, je ne veux pas qu'on soit édicté un principe à partir de ce procès. Même si je pense que c'est quelque chose qui a été fait expressément pour Abdelhakim Sefrioui, mais je ne veux pas qu'un jour, de notamment cette construction intellectuelle, on puisse tirer une jurisprudence pour finalement faire que tout à chacun puisse être un jour visé par ce type de qualification et ce type de condamnation.
Voilà. Donc, avec mes confrères, notamment, on va, dans ce deuxième procès, revenir. Bien sûr, on va contester pied à pied, point à point, tous les éléments comme lors du premier procès, bien sûr, mais avec ce sentiment où on ne se fera pas balader cette fois, parce que si effectivement lors du premier procès on a voulu jouer le jeu, et Abdelhakim Sefri aussi a voulu jouer le jeu, eh bien cette fois lors du procès d'appel on ne sera pas dupe et on sera déterminé à aller jusqu'au bout s'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. Juste une petite précision sur ce que vient de dire mon confrère. Il évoquait cicatrice sucrée. Moi, ça ne me gêne pas de dire son nom, hein, Priscilla Mangel. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce qu'elle a été condamnée définitivement puisqu'elle n'a pas fait appel. Et pour cause, elle s'est satisfaite de la décision que rappelait mon confrère, tout en rappelant ce qu'il a fait, qu'elle a chauffé à blanc le terroriste, qu'elle lui a donné les éléments d'identification de Samuel Paty, qu'elle l'a informé sur l'absence de sanctions administratives dans la dernière ligne droite, qu'elle a fait des réflexions du genre Charlie Hebdo en redemande, on a compris. Son propre compagnon est en prison pour 13 ans pour association de malfaiteurs terroristes, une vraie association de malfaiteurs terroristes cette fois. Voilà le tableau. Et mon confrère rappelait qu'elle avait été condamnée à 3 ans. Mais 3 ans avec sursis. Hein, confrère? 3 ans avec sursis. Pas un jour de prison. Pas un jour de détention provisoire. Une garde à vue classique. Mais pas de détention provisoire, pas un jour de prison. Et puis des changements de qualification progressifs. Au début, elle est poursuivie quasiment pour assassinat ou pour complicité d'assassinat terroriste. Ensuite, c'est de l'AMT, association de malfaiteurs terroristes. Ça aurait pu coller, pourquoi pas. Et puis finalement, la Cour requalifie en simple provocation au terrorisme, qui n'est sanctionnée cette fois non pas de 30 ans, mais de 7 ans au maximum. Donc la Cour fait cet effort pour quelqu'un qui est au contact, comme l'a dit mon confrère. La Cour fait cet effort incroyable de rabaisser la qualification à la simple, entre guillemets, provocation au terrorisme sanctionnée par 7 ans, et elle lui met, grand bien lui fasse, hein, tant mieux pour elle, 3 ans de prison avec sursis. Voilà, je précise simplement avec sursis parce que mon confrère ne disait pas, vous me pardonnerez. Quel décalage avec l'anomalie de la qualification AMT pour Abdelhakim Sefrioui, et puis les 15 ans de prison que soulignait mon confrère. C'est assez incroyable. On a fait des articles sur cette femme en particulier. Oui. Et juste pour revenir sur les témoins que vous citez, parce que du coup on a bien compris les deux ministres, ou anciens ministres. Et les deux ministres, les deux enseignants perçus comme étant Dissidents. dissidents. Ouais. Voilà. Et le dernier, le cinquième. Et le dernier, c'est Monsieur Henich. Ah, Voilà. oui, Oui, Monsieur Henich. La fondation qui est Monsieur faite Henich par- aussi, qui de la même Parce que façon. vous en aviez parlé en première instance, mais comme il n'était pas venu, Il était venu. Alors, Monsieur Henich, il se trouve que, encore une fois, quand je vous dis que ce procès est abracadabrantesque, Monsieur Henich, si on compare la situation de Monsieur Sefrioui, Monsieur Henich, c'est quelqu'un qui a relayé notamment les vidéos, qui a la vidéo de Monsieur Chnina, qui avait à l'époque près de 100 000 abonnés. Via la mosquée de Pantin. Tout à fait, via la mosquée de Pantin qui a été fermée. Donc on a reconnu qu'il y avait un problème. Et la mosquée de Pantin, elle a été fermée d'ailleurs. Il a été interdit d'exercer donc son imamat. Mais pour autant, il a fait l'objet d'une garde à vue. Dans l'affaire Paty. Dans l'affaire Samuel Paty. Et pour autant, à la fin, lui, on le laisse tranquille. Il n'est pas mis en examen. Il a été entendu en première instance. Oui, il a été entendu en première instance. Et lorsqu'on lui pose la question, je vais être... quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que M. Sefrioui, il est là? Lui, il dit, M. Sefrioui, en fait, il n'a pas à être là. Moi, j'ai pas à être là. Et puis, M. Sefrioui, c'est en réalité... Alors que c'est une personne qui a maille à partir avec Abdelhakim Sefrioui. Ils sont en conflit. Mais il n'en reste pas moins qui dit, moi, je suis là. Voilà, Abdelhakim Sefrioui, normalement, il devrait être aussi comme moi, il devrait être dehors. Et c'est problématique. Mais le procès regorge de cela. Et vraiment, on compte sur vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour que vous reflétiez ça et que vous... Moi, je me rappelle que Charlie Hebdo, par exemple, le premier jour, ou le deuxième, je ne sais plus, avait écrit « Abdelhakim Sefrioui est un personnage qu'on n'apprécie pas, etc. » mais il n'a rien de terroriste. D'ailleurs, beaucoup, au départ, disaient que ça allait être compliqué pour condamner pour association de malfaiteurs terroristes Abdelhakim Sefrioui au vu de ce qu'on lui reprochait.
même Charlie Hebdo. Donc, voilà, on a besoin aussi effectivement que vous puissiez le dire en regardant les éléments objectifs du dossier. Voilà, Abdelhakim Sefrioui, sur cette qualification, il est innocent. Alors, effectivement, et Vincent l'a rappelé tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous demandons notamment à M. Éric Dupond-Moretti de venir, parce qu'il a tenu des propos quand même. M. Dupond-Moretti, qui n'est pas un perdreau de l'année en matière de droit, donc un ancien confrère, et qui dit qu'effectivement, c'était pas judiciarisable, qu'il ne pouvait pas être condamné sur l'association de malfaiteurs terroristes à l'époque. C'est la raison pour laquelle il crée ce délit. Mais ce délit, il est créé postérieurement. Donc on ne peut pas l'appliquer à Abdelhakim Sefrioui. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être son malheur, en réalité, puisque c'est peut-être ça qui fait que, artificiellement, on essaye de faire cette construction intellectuelle de l'association de malfaiteurs terroristes. Vous savez si, pardon, Non, mais vous savez juste sur les témoins si les 4 définitivement condamnés sont cités aussi ou pas? A priori, ils vont venir. Je crois que c'est sont les dernières informations qu'on a. On n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, on Oui, est- non, Non, mais- a priori, normalement, ils doivent venir. Ouais. D'accord. En tout cas, c'était un souhait de la Du parquet. De la présidente. D'accord. La présidente. Pour l'instant, il ne figure Ouais. pas dans les témoins. Il ne figure pas dans les témoins. Ouais. Ok. Et moi, ce que j'ai entendu à la réunion préparatoire, mais encore une fois. Oui, non, mais je pense qu'elle a bien entendu. Moi, j'étais un peu Mais alors, c'est le distrait. pouvoir discrétionnaire, alors, du coup, elle Oui. Non, quand même. c'était Oui, plutôt soit- demander au parquet de la Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. d'ajouter Ouais, c'était comme ça. la liste. Ouais. Et après, ça me permet aussi de rappeler simplement par rapport aux indications qu'on a apportées sur le choix de faire citer ces deux enseignants présentés comme étant des enseignants dissidents. En première instance, c'est le parquet qui les a. Mais en première instance, c'est déjà nous. Non, ça, c'est une- Ah, c'est Ouais. vous, d'accord. Et en fait, mais ça c'est quand même en fait un élément de compréhension qui est là aussi primordial, c'est qu'en fait, ça montre bien en fait l'approche qu'on a vis-à-vis du procès, ça montre bien l'approche qu'on a vis-à-vis des faits, parce que la compréhension sur ce qui a pu déclencher l'intervention de M. Abdelhakim Sefrioui, si nous n'avions pas fait le choix de faire citer ces deux enseignants, en fait, on l'aurait uniquement sur la base de déclarations d'une seule partie du corps enseignant. Et c'est pour ça, en lien avec vraiment ce qui je veux dire, aujourd'hui, si en plus ça paraît d'autant plus, si je puis dire, difficile d'entendre que nous le fassions, c'est parce qu'en fait, la justice ne veut pas prendre ses responsabilités de le faire elle-même et de faire une instruction à charge et à décharge. Parce qu'en fait, si elle faisait une instruction à charge et à décharge pour comprendre véritablement tout ce qui s'était déroulé et toute la manière dont le drame s'est noué, c'est pas un travail en fait qui incomberait à la défense. Moi, je suis assez surpris en fait déjà qu'on ait eu à le faire en première instance, et je suis à nouveau surpris en fait qu'on ait de nouveau à le faire en appel, alors même qu'en fait c'est totalement déterminant. Parce que derrière ça en fait, c'est quoi l'idée? C'est que si nous ne le faisons pas, eh bien la juridiction peut tenir pour acquis qu'il n'y avait pas en fait de discussion autour des conditions d'intervention, autour des conditions dans lesquelles s'est tenu secours, ce qui est contraire à ce que révèle le dossier. Et donc c'est pour ça que nous allons être obligés de remettre ce débat au centre de l'appel. C'est pour ça que nous avons décidé de refaire citer ces deux témoins, mais encore une fois, ce qui, à notre sens, aurait déjà dû être fait en fait par l'accusation elle-même. Et d'ailleurs, on aurait pu faire citer, on ne l'a pas fait, Ah oui, on aurait mais pu faire 14 citer, élèves. 14 élèves. 14 élèves à la barre les uns après les autres, plus 10 autres, ça pourrait... Mais n'embêtons pas ces jeunes personnes. Leurs témoignages écrits figurent dans les procès-verbaux, donc ça nous suffira amplement. Ce qu'ils disent est clair et net. On ne va pas faire défiler les gamins à la barre. Et on aurait pu. Ils l'ont dit. Comment? Et on aurait pu. Et on aurait pu. On aurait pu. On s'est posé la question. Moi, je me suis grandement posé la question, mais je crois que c'est bien de faire comme on l'a décidé. Les deux profs qui sont dissidents, mais en réalité, moi, j'utilise pas le terme dissident parce que je considère, enfin, on peut avoir des approches différentes, mais je considère qu'ils représentent en réalité une bien plus grande part du corps professoral dans l'école qu'eux-mêmes. Je pense que voilà, ils sont les représentants d'une dissidence, peut-être. Pour aller dans votre sens, Voilà. mon frère, lors de la première audience, un professeur qui était un ami d'ailleurs de M. Paty avait dit qu'à cette époque-là, c'était compliqué, que le collège était coupé en deux. Voilà. Vous aviez la moitié de la salle des profs qui soutenait M. Paty, puis vous avez l'autre moitié qui dénonçait ce qu'il avait fait. C'était le contexte de l'époque. Procédural. Évidemment, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ces profs dissidents, en tout cas le fer de lance de cette dissidence qui disait non,
La méthodologie, la pédagogie, c'est n'importe quoi, ça discrimine, ça viole le principe de laïcité, d'égalité, etc. Ils avaient raison, ont été vus par la Cour en première instance comme des boutons noirs. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils ont été maltraités, simplement parce qu'ils exprimaient une opinion différente, là encore. Et en plus une opinion juste et légitime, en réalité, puisque confortée par le référent laïcité qui... dans des mots, avec des mots un peu plus souples, essayer de dire, bon, le choix du support pédagogique n'est pas en cause, ou plutôt on en parlera plus tard, parce qu'en réalité, ça pose un problème quand même, le support pédagogique choisi. Pas les caricatures, mais l'une d'entre elles. Voilà, et ça c'est la toile de fond, mais qui disait que Samuel Paty n'avait manifestement rien compris au principe de laïcité. C'est en gros ce que dit le référent laïcité. Pour Laurent Nunez, il y a une question de séparation des pouvoirs qui pourrait vous être objectée. Qu'est-ce que, quel degré de certitude vous avez sur le fait qu'il vienne Alors, en fait, le degré de certitude, normalement, je veux dire, à partir du moment où il est convoqué de façon régulière par une cour d'assises, il est tenu de déférer à cette convocation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs. À un moment, il n'était pas non plus ministre en exercice au moment des faits, donc c'est quand même en son ancienne qualité. Mais il est actuellement. Non, bien sûr, il est actuellement, mais c'est quand même une seule qualité. Et je veux dire, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a politisé ces dossiers, c'est-à-dire que ces dossiers ont été politisés par l'intervention de ces politiques dans le cadre de présente procédure. Il serait tout à fait en fait surprenant que au moment où ça peut servir un débat qui est un débat à charge et décharge, en fait, il se soustrait à la nécessité d'être convoqué. Donc moi je pense pas que le principe même de séparation des pouvoirs s'oppose à sa venue. Maintenant, s'il ne veut pas répondre aux questions, ça c'est en qualité de témoin. Il n'est pas là pour être jugé ou en qualité de témoin. Parlant, il est convoqué et on en reparle à l'ouverture des. C'est ça. En fait, procéduralement parlant, nous avons adressé le 9 décembre 2025 notre liste des 5 témoins au parquet général. Qui est tenu de faire citer nos témoins, sachant que nous avons spécifié leurs noms et les adresses dont nous disposions pour permettre la régularisation. On en parle au premier jour d'audience. On en parle au premier jour d'audience, mais au moment où on se parle, en tout cas, il n'y a pas de... Si je puis dire, on a apporté des indications sur les adresses, il n'y a pas d'obstacle en fait de nous dire qu'il y aurait une opposition à ce que certains soit entendu. Et vraiment, c'est cette marche en fait supplémentaire qui nous semble véritablement indispensable aussi en fait pour que ce procès permette en fait d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire exactement ce qui a été fait en première instance, et puis il s'agit encore moins de tenir pour acquis en fait que la décision qui sera rendue par la Cour d'appel est la même que celle qui était revenue en première instance. Et s'il vient, Laurent Nunez, c'est parfait, ça nous va. Mais s'il ne vient pas, ça nous va aussi. Parce que son absence, au prétexte prétendu d'une séparation des pouvoirs qui n'a pas vocation à s'appliquer, en réalité il est convoqué comme témoin, il n'est pas convoqué comme justiciable, eh bien ça nous ira parfaitement aussi, puisque ça signera la défaillance de l'État, d'un État qui se défausse à la suite justement d'un certain nombre de défaillances qu'on veut montrer, manifester, et qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty, alors que Anzorov aurait dû être ciblé et pas ensuite, a posteriori, construire l'association de malfaiteurs terroristes sur la tête de M. Sefrioui pour dire non, l'État a bien fonctionné, regardez, voilà les coupables. Surtout qu'en plus, il serait assez cocasse quand même d'avoir des ministres de l'Intérieur qui sont prompts à réagir sur des affaires judiciaires en cours et à faire un certain nombre de déclarations, mais qu'en revanche, lorsqu'on leur demande d'être entendus devant une cour d'assises, ils ne le seraient pas. Ça c'est vraiment pour la petite anecdote. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre venue. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ce stade. Juste à votre connaissance, ils ont reçu déjà, ils savent qu'ils sont... À notre connaissance, le processus de régularisation est en cours. Maintenant, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Alors, si ça se trouve, ils ne sont pas au courant, mais, mais après, je pense que l'information a dû assez rapidement leur parvenir. Vous avez fait la demande il y a combien de temps ? 9 décembre.